Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Tu sais ce moment précis où tu réalises que tu as passé des années à tenir les autres à bout de bras et que personne n'a jamais tendu la main pour toi. Pas par méchanceté, pas par ingratitude, simplement parce que tu étais trop bon pour ça, trop présent, trop disponible, trop toi. Et un jour, tu t'es réveillé dans un silence que tu n'avais pas choisi, un silence que tu ressentais comme une punition. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ce silence a commencé à te parler. Reste là, parce que ce que je vais te dire, la plupart des gens ne sont pas prêts à l'entendre. Imagine une pièce, pas grande, pas petite, juste une pièce ordinaire avec une fenêtre qui donne sur une rue où les gens passent, riant, vivent. Et toi, tu es là de l'autre côté du verre et tu les regardes, tu les ressens. Leur joie te traverse comme une lumière. Leur douleur te traverse comme un couteau. Tu n'as pas demandé ce don. Tu es né avec. Depuis l'enfance, tu savais quand quelqu'un allait mal, avant même qu'il ouvre la bouche. Tu sentais la tension dans une pièce dès que tu y entrais. Tu portais les silences des autres comme s'ils étaient les tiens. Tu devenais, sans t'en rendre compte, le réceptacle émotionnel de tout ce que les gens autour de toi ne pouvaient pas gérer seuls. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était ton rôle, peut-être même ta raison d'être. Tu écoutais à 2 heures du matin, tu consolais sans te plaindre, tu donnais sans compter. Tu aimais fort, parfois trop fort, des gens qui t'aimaient bien, juste bien. Et tu acceptais ce déséquilibre parce que quelque chose en toi croyait dur comme fer que l'amour, le vrai, se méritait par le sacrifice. Jusqu'au jour où tu t'es effondré. Pas d'un coup. Non, l'effondrement de l'empathe ne ressemble pas à une explosion. Il ressemble à un verre qui se fissure lentement, invisible, imperceptible, jusqu'à ce qu'un matin, pour une raison qui paraît dérisoire, un message sans réponse, un regard indifférent, une trahison banale, il éclate. Et tu te retrouves seul. Pas seul parce que les gens sont partis. Seul parce que tu es parti. Seul parce que quelque chose en toi a décidé, dans un acte de survie presque animale, de fermer la porte. Et cette porte fermée, cette solitude que tu ressens comme une honte, comme un échec, comme la preuve que tu n'es pas assez, c'est en réalité la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. Arrête-toi une seconde, respire, laisse cette idée descendre en toi. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. Cette solitude, ce retrait silencieux du monde, n'est pas neutre. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas un repos tranquille dans une forêt paisible avec une tasse de thé et un carnet de gratitude. Non, la vraie solitude de l'empathe est une descente. Et dans cette descente, tu vas rencontrer quelque chose que tu as passé des années à fuir. Toi-même. Pas la version de toi que tu montres aux autres. Pas le roc bienveillant. Et toujours là. Pas le sauveur. Pas l'ami indispensable. Pas celui sur qui tout le monde peut compter. L'autre toi. Celui qui a des besoins que tu n'as jamais osé formuler.
celui qui a de la colère que tu as ensevelie sous des couches de compréhension et de pardon. Celui qui, parfois, dans les moments les plus sombres, ressent quelque chose que tu refuses d'appeler par son nom, le ressentiment. Et c'est là que ça devient vertigineux, parce que dans ce silence, dans ce vide que tu as créé autour de toi, tu vas commencer à entendre des voix. Pas des voix au sens littéral, bien que parfois, dans les nuits les plus longues, on pourrait presque les confondre. Des voix intérieures, des pensées que tu n'as jamais laissé se formuler, des questions auxquelles tu n'as jamais voulu répondre. Pourquoi est-ce que je donne autant à des gens qui prennent si facilement? Est-ce que quelqu'un me verrait si j'arrêtais d'être utile? Est-ce que j'existe en dehors du regard des autres? Ces questions font peur, et c'est exactement pour ça qu'elles sont importantes. Il y avait une femme, thérapeute de métier, 52 ans. 52 ans, depuis plus de 20 ans, elle avait consacré sa vie à accompagner les autres dans leurs fractures les plus intimes. Elle était douée, exceptionnellement douée. Ses patients la décrivaient comme la seule personne qui les avait jamais vraiment compris. Et elle rentrait chez elle le soir avec cette satisfaction étrange de l'utilité accomplie. Elle ne savait pas encore que cette satisfaction était aussi une forme d'anesthésie. Pendant des années, quelque chose en elle s'était progressivement contracté, pas de façon dramatique. Simplement, que là, elle avait commencé à remarquer une tension persistante dans la nuque, présente dès le dimanche soir, bien avant le lundi matin. Elle avait remarqué qu'elle n'arrivait plus à pleurer, même lors des moments où elle aurait dû. Elle avait remarqué que les appels de ses amis proches, ceux qui avaient eux aussi besoin d'elle, lui provoquaient une nausée légère qu'elle s'empressait de réprimer aussitôt. Elle se disait que c'était la fatigue. Elle se disait que ça passerait. Un soir de novembre, après une session particulièrement lourde, elle s'est assise dans son cabinet vide et elle a réalisé qu'elle ne ressentait plus rien. Pas de tristesse, pas de soulagement, pas de présence à elle-même. Juste un vide, poli, propre, comme une salle d'attente après la fermeture. Elle a posé sa main sur sa poitrine. Elle a cherché quelque chose de vivant et elle a trouvé, au fond, une fatigue si ancienne qu'elle ne savait plus si elle avait un commencement. Ce soir-là, elle a annulé tous ses rendez-vous de la semaine suivante. La première fois en 22 ans. Elle a éteint son téléphone. Elle a regardé le mur pendant 2 heures. Et dans ce silence inconfortable, presque insupportable pour quelqu'un dont le métier était de remplir le silence des autres, quelque chose a bougé. Une douleur ancienne, familière, qu'elle reconnaissait comme sienne pour la première fois depuis des décennies. 6 mois plus tard, elle avait réduit son cabinet de moitié. Elle avait recommencé à peindre, quelque chose qu'elle avait abandonné à 26 ans pour être sérieuse. Elle disait à ceux qui lui demandaient si elle allait bien, « Je vais juste. » Vraiment, pour la première fois, ce que 20 ans d'écoute des autres n'avaient pas pu lui donner, quelques semaines de silence avec elle-même le lui avaient rendu. Non pas parce qu'elle avait trouvé des réponses, mais parce qu'elle avait enfin accepté de poser les bonnes questions. Maintenant,
quelque chose change dans la façon d'aborder tout ceci. Parce que comprendre ce phénomène intellectuellement ne suffit pas. Il faut le sentir dans le corps. Et cela demande de ralentir. Il y avait un homme dans les premières décennies du XXe siècle qui avait passé sa vie à explorer les territoires les plus obscurs de l'âme humaine. Non pas comme un touriste, non pas comme un académicien qui observe de loin avec ses lunettes et ses théories propres, mais comme quelqu'un qui y était allé, qui était descendu dans ses propres abîmes et qui en était revenu transformé, marqué, mais vivant. Cet homme avait compris quelque chose que notre époque a presque entièrement oublié dans sa course effrénée vers la connexion, la visibilité, la validation permanente. Il avait compris que l'être humain connaît deux types de solitude. La première, tu la connais bien, c'est celle qui brûle, celle qui arrive quand tu attends un message qui ne vient pas, celle qui s'installe quand tu es dans une pièce pleine de monde et que tu te sens, malgré tout, absolument invisible. C'est la solitude de l'abandon, de l'exclusion, du rejet. C'est une solitude qui te dit que tu es insuffisant, que tu n'es pas assez, que quelque chose en toi est fondamentalement cassé. Cette solitude-là est une prison, mais la deuxième, et c'est là que tout bascule. La deuxième est un temple. Ce n'est pas une solitude qu'on subit, c'est une solitude qu'on choisit, même quand ça fait mal, même quand ça ressemble de l'extérieur à un retrait, à une reddition, à une défaite. C'est la solitude qui dit « J'ai besoin de me retrouver moi-même avant de pouvoir revenir vers les autres ». C'est la solitude qui précède toujours les plus grandes transformations. Les chamans l'avaient compris, les mystiques médiévaux l'avaient compris, les philosophes grecs l'avaient compris, et cet homme du XXe siècle l'avait compris aussi, à sa manière. Il existe en chacun de nous un centre, une boussole intérieure, une partie de l'être qui ne peut être atteinte que dans le silence, pas le silence du vide, mais le silence du recueillement. Il l'appelait le soi. Pas l'ego, cette façade que nous construisons pour nous protéger du monde et que nous finissons par confondre avec qui nous sommes vraiment. Pas le personnage social que nous jouons si bien, que nous oublions que c'est un rôle. Le soi, cette partie de toi qui existe indépendamment de ce que les autres pensent de toi, indépendamment de ce que tu fais pour mériter l'amour des autres, indépendamment de ton utilité dans la vie de quelqu'un d'autre. Et voilà la vérité troublante pour l'empathe. Cette rencontre avec le soi est plus difficile pour lui que pour quiconque, parce qu'il a développé depuis l'enfance une capacité extraordinaire à sentir les autres, au point d'en avoir oublié de se sentir lui-même. Il a appris à se calibrer sur les émotions extérieures, avec une telle précision qu'il a perdu le fil de ses propres émotions. Il a appris à être le miroir de l'âme des autres, au point de ne plus savoir à quoi ressemble son propre visage. Voilà jusqu'ici ce que nous avons traversé ensemble. L'empathe porte depuis toujours le poids émotionnel des autres au détriment de sa propre intériorité. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste quand une personne se retrouve incapable de distinguer sa propre tristesse de celle qu'elle a absorbée
lors d'une conversation banale. Mais il reste quelque chose d'essentiel dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi l'empathe continue-t-il à donner, même lorsqu'il n'a plus rien à offrir? Et qu'est-ce que cela révèle sur la nature profonde de sa blessure originelle? La solitude pour l'empathe n'est donc pas un luxe. Ce n'est pas une préférence de tempérament. Ce n'est pas une coquetterie d'introverti. C'est une nécessité vitale. C'est le seul endroit où il peut entendre sa propre voix, sans qu'elle soit couverte par le bruit émotionnel de ceux qui l'entourent. Mais il y a un passage obligé, un passage que personne ne te prépare à traverser. Pense à une éponge. Tu sais ce qui se passe quand une éponge est trop pleine? Elle ne peut plus absorber. Elle recrache ce qu'elle était censée nettoyer et finit par se salir elle-même. Et si on ne la presse pas, si on ne la laisse pas se vider complètement, si on ne lui laisse pas le temps de sécher, vraiment sécher, pas juste en surface, mais jusqu'au cœur, elle moisit de l'intérieur. L'empathe qui ne choisit pas la solitude devient cette éponge moisie. Il continue d'absorber, par automatisme, par conditionnement, par peur de ce qu'il trouverait s'il s'arrêtait. Il absorbe la tristesse des uns, l'anxiété des autres, les traumatismes non résolus de ceux qu'il aime, les drames de ceux qu'il ne devrait même plus appeler amis. Et il porte tout ça en croyant que c'est lui qui ressent ces choses. Il ne sait plus, à un moment donné, ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. C'est le piège le plus sournois dans lequel peut tomber un être hypersensible. Croire que toutes les émotions qu'il ressent sont les siennes. Certaines le sont, d'autres sont des résidus émotionnels que les gens ont laissés en lui, comme on laisse ses valises dans le couloir de quelqu'un de trop accueillant pour refuser. Et l'empathe, gentiment, les range dans ses placards. Et un jour, il n'a plus de place pour ses propres affaires. Prends un instant maintenant. Pose les deux mains à plat sur tes cuisses. Ferme les yeux si tu le peux. Respire lentement, profondément, et retiens l'air 3 secondes. Puis expire doucement, complètement. Pose-toi cette question sans chercher à y répondre immédiatement. Parmi ce que je ressens en ce moment, qu'est-ce qui est vraiment à moi? À moi. Ne force rien, observe seulement. Une sensation de chaleur quelque part, une tension dans les épaules, un poids dans la poitrine. Ce que tu perçois en ce moment est une information, pas une faiblesse, une information. Reprends 3 respirations lentes et, quand tu te sens prêt, reviens. La solitude que l'empathe choisit ou que la vie finit par lui imposer quand il n'a pas la force de la choisir lui-même, c'est le moment où il commence enfin à trier, à ouvrir les placards, à regarder ce qui est à lui et ce qui appartient aux autres, et à rendre, symboliquement ou non, ce qui ne lui a jamais appartenu. Il y a quelque chose d'encore plus profond ici, quelque chose que très peu de gens formulent de cette façon. L'empathe ne fuit pas les autres quand il choisit la solitude. Il fuit une version fausse de lui-même. Depuis des années, être, depuis toujours, il s'est défini dans le regard des autres. Il existe pour quelqu'un. Il existe grâce à quelqu'un. Sa valeur est calculée en termes de combien il donne,
combien il aide, combien il est indispensable. Il a construit son identité entière sur l'acte d'être présent pour les autres, au point que, sans cet acte, il ne sait plus qui il est. Et c'est terrifiant, parce que si tu enlèves le rôle, le sauveur, le confident, l'ami forte, le pilier, qu'est-ce qu'il reste? Cette question, la plupart des gens l'évitent toute leur vie. Ils remplissent le silence avec du bruit, des notifications, des obligations, des relations qui ne les nourrissent pas, mais qui au moins les occupent. Ils préfèrent l'agitation de l'inutile à l'inconfort du vrai. L'empathe qui entre dans sa solitude, Louis, n'a plus ce luxe. Il est face à la question nue, sans filet, sans fuite possible. Qui suis-je sans les autres? Et cette question, aussi terrifiante soit-elle, elle porte vers quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un homme, architecte, 47 ans, marié depuis 10 à 9 ans à une femme qu'il aimait sincèrement, père de 2 adolescents qu'il adorait. De l'extérieur, sa vie ressemblait à ce qu'on appelle une belle vie. Il était l'homme vers qui tout le monde se tournait. Dans sa famille élargie, c'était lui qu'on appelait pour les crises. Dans son cercle professionnel, c'était lui qui absorbait les tensions de l'équipe. Il avait une réputation d'équilibre et de sang-froid, qu'il portait comme une armure. Pendant des mois, un nœud s'était installé dans son estomac chaque dimanche soir. Pas de la peur, précisément, quelque chose de plus diffus, de plus pernicieux, une sensation d'étrangeté face à sa propre vie, comme si tout ce qui l'entourait était réel, mais que lui, il flottait légèrement au-dessus, spectateur de lui-même. Il ne dormait pas bien, il souriait beaucoup. Ces deux réalités coexistaient sans se contredire apparemment. Un soir de juillet, à 3 heures du matin, il s'est retrouvé debout dans sa cuisine, incapable de dormir, incapable de comprendre pourquoi. Et, pour la première fois de sa vie d'adulte, au lieu de chercher une explication rationnelle, il a posé la main sur ce nœud dans son estomac et il lui a simplement demandé « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La réponse n'est pas venue sous forme de mots. Elle est venue comme une image. Un enfant assis seul, dans un couloir, attendant que quelqu'un remarque qu'il était là. Il n'a pas changé de vie du jour au lendemain, mais il a commencé une chose qu'il n'avait jamais faite. Il a commencé à se demander, avant d'acquiescer à une demande, « Est-ce que j'ai envie de faire ça ?» Pas « Est-ce qu'il le faut ?» Pas « Est-ce qu'on attendra ça de moi ?» Est-ce que moi, j'ai envie? 1 an plus tard, le nœud dans son estomac avait disparu. Il disait que c'était la question la plus simple et la plus révolutionnaire qu'il avait jamais posée. Ce que l'architecture de sa vie avait masqué pendant des décennies, un seul silence honnête à 3 heures du matin l'avait mis à nu. Non pas pour le détruire, pour lui permettre enfin de construire sur des fondations réelles. Voilà l'idée que personne ne te dit. L'interprétation que tu ne trouveras pas dans les livres de développement personnel aux couvertures pastel. La solitude de l'empathe n'est pas le signe qu'il est brisé. C'est le signe qu'il est en train de naître. Pasdere naître, parce que ce mot suggère qu'il existait déjà pleinement avant. Non, de naître pour la première fois.
d'exister enfin pour lui-même, pas pour sa fonction sociale, pas pour le réconfort qu'il apporte aux autres, pas pour la place qu'il occupe dans la vie de quelqu'un d'autre. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'empathe perd progressivement le sens de sa propre existence à force de vivre pour les autres. Dans la réalité quotidienne, cela se manifeste quand quelqu'un répond automatiquement « oui » à toutes les demandes, avant même d'avoir consulté ce qu'il ressent réellement. Mais il reste quelque chose d'encore plus délicat à aborder. Pourquoi l'entourage de l'empathe résiste-t-il souvent avec une intensité surprenante lorsqu'il commence enfin à se retirer et à se choisir lui-même? Les empathes qui choisissent délibérément la solitude, les vrais, ceux qui la traversent au lieu de la fuir, développent quelque chose de rare, quelque chose que les gens qui n'ont jamais été forcés de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes ne possèdent pas. Ils développent une autorité intérieure, pas l'autorité qui écrase, pas le pouvoir qui domine, l'autorité de quelqu'un qui sait d'où il parle, qui sait ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour valider son existence, parce qu'il a trouvé dans le silence une source d'approbation qui ne dépend de personne d'autre que lui. Et cette autorité, là, change tout. Elle change la façon dont il entre dans une pièce. Elle change la façon dont il parle, dont il écoute, dont il pose ses limites. Elle change la façon dont il aime, parce qu'il aime désormais depuis un endroit plein et non depuis un endroit qui manque. Il n'a plus besoin de sauver les autres pour se sentir nécessaire. Il n'a plus besoin que les autres aillent mal pour se sentir utile. Il peut maintenant être présent, non pas parce qu'il ne sait pas faire autrement, mais parce qu'il choisit de l'être. Et la différence entre ces deux états, entre la présence contrainte et la présence choisie, est abyssale. L'empathe, qui n'a pas fait ce voyage intérieur, donne par peur. Peur d'être abandonné, peur d'être jugé égoïste, peur de ne pas être aimé s'il n'est pas utile. Ce type de générosité, aussi beau qu'il paraisse de l'extérieur, est une forme de servitude. Une servitude que l'empathe s'impose à lui-même, souvent sans en être conscient. L'empathe qui a traversé sa solitude donne par choix, par abondance, parce que ça l'épanouit, pas parce que ça le rassure. Et cette différence, l'autre la ressent. Elle crée un type de connexion entièrement différent, plus honnête, plus équilibré, plus durable. Fais une pause juste ici. Ferme les yeux un instant. Respire lentement vers le bas, vers le ventre, pas vers la poitrine. Retiens l'air doucement. 1, 2, 3 et expire complètement. Pense maintenant à une relation dans ta vie où tu donnes par automatisme sans vraiment te demander si tu en as envie. Ne juge pas cette relation. Ne juge pas ta façon de donner. Remarque simplement ce que tu ressens dans ton corps en pensant à cette personne. Y a-t-il une légèreté ou y a-t-il une contraction? Ce que tu ressens n'est pas un verdict. C'est une boussole. 3 respirations encore. Puis, reviens. Il y a aussi quelque chose d'encore plus inattendu. Dans cette solitude,
l'empathe découvre qu'il n'a pas qu'une sensibilité aux autres. Il a une sensibilité à lui-même. Et cette sensibilité à lui-même, qu'il n'a jamais appris à cultiver, parce qu'il était trop occupé à sentir le monde autour de lui, et peut être son don le plus précieux. Parce qu'elle lui permet de percevoir des choses en lui-même, que la plupart des gens ne voient jamais en eux. Des désirs enfouis, des rêves étouffés, des besoins réels que des années de dons aux autres avaient complètement masqués. La solitude devient alors non pas un vide à remplir, mais un espace à habiter. Un espace où, pour la première fois, peut être, il est à la fois le narrateur et le personnage principal de sa propre histoire. Mais je veux aller encore plus loin, parce qu'il y a un aspect de tout ceci qu'on ignore systématiquement. Le monde a besoin que l'empathe reste dans son rôle. C'est une vérité dérangeante. Les personnes qui l'entourent, souvent sans le savoir, ont développé une dépendance à sa disponibilité émotionnelle. Ils ont appris qu'il serait là, qu'il comprendrait, qu'il ne jugerait pas, qu'il porterait ce qu'ils ne peuvent pas porter. Et inconsciemment, vraiment inconsciemment, sans malveillance, ils ont tout mis en place pour que cette dynamique continue. Alors, quand l'empathe commence à se retirer, quelque chose de prévisible se produit. Les gens réagissent mal. Pas tous, pas toujours de façon spectaculaire. Mais il y a presque toujours une résistance. Des remarques sur le fait qu'il a changé, comme si changer était une trahison. Des accusations voilées d'égoïsme. Une incompréhension sincère, parfois touchante, de pourquoi quelqu'un d'aussi aimant aurait besoin de s'isoler. Et, parfois, dans les cas les plus complexes, une culpabilisation active, consciente ou non, conçue même sans le savoir, pour le faire revenir dans son rôle. Il y avait une femme, directrice d'une association caritative, 58 ans. Elle avait consacré 30 ans à construire un réseau d'aide aux familles en difficulté. Son téléphone ne s'éteignait jamais. Sa porte était toujours ouverte. Elle était, selon les mots de tous ceux qui la connaissaient, un pilier. Elle portait ce mot comme un titre de noblesse, sans réaliser que les piliers, par définition, ne bougent jamais. La tension s'était installée dans ses mâchoires, pas soudainement, progressivement. Son dentiste lui avait signalé des traces de bruxisme, et ce grincement nocturne des dents que le corps produit quand la pression n'a nulle part où aller pendant le sommeil. Elle avait ri. Elle avait dit que c'était le stress du boulot. Elle continuait à répondre aux messages à 23 heures. Elle continuait à annuler ses propres projets pour ceux des autres. Elle continuait à croire que sa valeur était directement proportionnelle à son niveau d'activité. Puis, un matin, elle a annoncé à son équipe qu'elle prenait un congé sabbatique de 3 mois. Les réactions ont été immédiates. Des collègues inquiets, des bénéficiaires désorientés et plusieurs personnes, avec la meilleure intention du monde, qui lui ont dit des variations de la même phrase. « Mais sans toi, qui va se n'occuper ?» Elle a senti dans sa poitrine une vieille contraction familière. La culpabilité, elle la connaissait bien. Et pour la première fois,
elle a choisi de ne pas y obéir. Pendant ces 3 mois, elle a appris le silence. Non sans inconfort, non sans moment de panique. Mais dans ce silence, elle a retrouvé une femme qu'elle avait perdue de vue depuis longtemps. Une femme qui avait des opinions tranchées sur des choses sans importance, qui aimait marcher le matin sans but précis, qui avait envie de lire des romans qu'elle avait toujours remis à plus tard. Quand elle est revenue, son équipe a dit qu'elle était différente, plus présente, paradoxalement, plus précise, moins dispersée, parce qu'elle était là par choix et non par défaut. Ce que 30 ans de dévouement aux autres n'avaient pas réussi à effacer en elle, 3 mois de retrait l'avaient restitué. Ce n'était pas de l'égoïsme, c'était le retour de soi. Et c'est là le vrai test. Parce que, pour l'empathe, cette résistance extérieure résonne avec quelque chose à l'intérieur. Un vieux conditionnement, une voix qui dit que, s'il déçoit les autres, il ne mérite pas d'être aimé. Une croyance profondément ancrée, souvent installée dans l'enfance, dans une famille où l'amour était conditionnel, où il fallait être quelque chose pour être aimé. La conviction souterraine que sa valeur dépend de sa disponibilité. Tenir face à cette résistance extérieure et intérieure, c'est peu, être l'acte le plus courageux de sa vie. Et c'est aussi, paradoxalement, l'acte le plus aimant. Parce qu'un empathe qui se respecte lui-même, qui a des limites qui existent pour lui avant d'exister pour les autres, est infiniment plus précieux pour ceux qui l'entourent qu'un empathe épuisé et vidé, qui donne des restes en croyant offrir un festin. Arrête-toi une seconde, respire, c'est ça. Alors voilà où j'en arrive, et je veux que tu restes avec cette pensée. On t'a appris que la solitude est une absence, qu'être seul, c'est manquer de quelque chose, qu'une personne qui choisit le silence a échoué d'une façon ou d'une autre, échoué à se connecter, échoué à être aimable, échoué à trouver sa place dans le monde. Mais et si c'était l'inverse? Et si la capacité à choisir la solitude, vraiment la choisir, sans fuite, sans peur, sans remplir le vide de distraction, était la marque, non pas de quelqu'un qui a perdu le goût des autres, mais de quelqu'un qui a enfin trouvé le goût de lui-même? L'empathe qui entre dans sa solitude ne disparaît pas du monde. Il s'y prépare, il affûte quelque chose, il reconstruit à partir de ce qui est vrai, plutôt que de continuer à construire sur des fondations faites de la peur d'être seul. Et quand il en ressort, parce qu'il en ressort toujours, il est différent, pas plus froid, pas plus distant, pas fermé, simplement ancré, simplement lui. Il revient vers les autres, non pas parce qu'il en a besoin pour exister, mais parce qu'il choisit de les enrichir. Et cette nuance, microscopique, en apparence, cosmique dans ses effets, change la nature de toutes ses relations. Il n'est plus l'éponge, il est la source. Alors si tu es en ce moment dans cette phase de retrait, si tu ressens cette solitude dont tu ne sais pas encore si tu l'as choisie ou si elle s'est imposée à toi, si tu as cette impression étrange d'être entre deux rives, l'ancienne que tu n'arrives plus à habiter et la nouvelle que tu ne vois pas encore clairement,
je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de te trouver. Tu es en train de te trouver. Et cette version de toi que tu es en train de rencontrer dans le silence, celle qui a des besoins, des limites, des désirs, de la colère et de la lumière, cette version-là n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être vue, par toi, avant tout le monde. Le monde ne perd pas un empate quand il choisit la solitude. Il le gagne entier pour la première fois. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.